Bonsoir à tous et bienvenue sur le programme Allo demain de Think Tank Prospective qui nous réunit ce soir sur cet espace à l'occasion de la Journée mondiale de l'habitat sous le thème Économie urbaine résiliente, les villes, moteur de la croissance et de la reprise. Pour aborder le sujet, nous avons avec nous deux intervenants spécialistes de l'urbanisme et de l'immobilier. Sans plus tarder, permettez-moi, chers intervenants, de vous présenter avant tout nos salutations et notre reconnaissance au nom du think tank Prospective Gabon pour avoir répondu favorablement à l'appel. Cela dit, je serais honoré de vous présenter, mais quelqu'un disait, autrui ne réalisera jamais un travail désiré aussi bien que soi-même. D'où l'adage qui dit, on est mieux servi que par soi-même. Ainsi, Monsieur Elésière, Gomat, bonsoir, si vous êtes avec nous. Bonsoir, j'espère que vous m'entendez. Oui, nous vous recevons 5 sur 5. Alors, Merci. pouvez-vous en 1 ou 2 minutes vous présenter, s'il vous plaît? Oui, alors je suis Monsieur Eliezer Mokubongo Gomat. Je suis un urbaniste paysagiste. Je suis ce que l'on appelle communément dans notre pays les Gabonais de l'étranger ou de la diaspora, parce que j'exerce et je réside en Afrique du Sud. Super, merci, merci. Nous avons avec nous également Monsieur Moïse Bomba. Je vous saurai gré d'activer votre micro afin de vous prêter également à l'exercice de présentation. Ok, mesdames, messieurs, soyez une fois de plus la bienvenue. Monsieur Moïse, quand il sera de retour, il pourra justement, quand il prendra la parole, se présenter. Mais avant de commencer, d'aborder le sujet qui nous amène ici, permettez-moi de contextualiser euh, la journée mondiale de l'habitat qui se célèbre cette année sous le thème précédemment évoqué. Ainsi, cette année, la Journée mondiale de l'habitat a pour objectif de réunir différents acteurs urbains pour discuter des moyens de préparer les villes à la reprise après le bouleversement économique négatif et croisé du Covid-19 et des conflits, en abordant les différentes dimensions de ralentissement économique que les villes connaissent actuellement et en identifiant les mesures que les villes peuvent prendre pour stimuler la reprise économique, en partageant également les expériences des différentes villes sur la manière dont elles se positionnent pour faire face aux pressions inflationnistes et aux autres conditions financières mondiales restrictives. 2023 a été une année particulièrement difficile pour les économies urbaines. La croissance de l'économie mondiale est en baisse à environ 2,5% et, à l'exception de la crise initiale du Covid-19 en 2020 et de la crise financière mondiale en 2009, il s'agit de la croissance la plus faible enregistrée depuis 2001, selon le rapport Perspective de l'économie mondiale publié par le FMI. Compte tenu de l'importance de la Bien coupé. contribution des villes à l'économie nationale, l'avenir de nombreux pays sera déterminé par la productivité de leurs zones urbaines. Les villes sont les moteurs qui créent valeur qui stimulent la reprise économique. Pour que cette croissance économique et cette reprise soient durables, nous avons besoin de villes capables d'aborder les chocs économiques futurs, de s'en remettre et de s'y préparer. Il est essentiel que ces mesures soient également intégrées dans le cadre de la relance verte qui accroît les investissements privés et publics pour financer la transition vers une économie sans impact sur le climat dans un monde post-Covid. Économie urbaine, résiliente pour une Afrique prospère, les villes africaines comme moteur de la croissance et de la reprise des États. Tel est le thème que le think tank prospectif soumet à notre appréciation afin de discuter ensemble
sur cette journée mondiale de l'habitat. Mesdames et messieurs, soyez la bienvenue une fois de plus. Monsieur Moses, si vous avez résolu vos problèmes techniques, je vous prie, s'il vous plaît, d'activer votre micro afin de vous présenter à l'Assemblée. Bonsoir à tous, vous m'entendez? Nous vous recevons 5 sur 5. D'accord, au plaisir. Je suis Moïse Mumba. Je suis à la base formé sur le plan touristique et environnemental, mais actuellement j'excelle dans le domaine de l'entrepreneuriat, en particulier le BTP et l'immobilier, pour me présenter. Merci. Merci à vous, Monsieur Mbumba, pour votre présentation. Du coup, sans plus tarder, je vais adresser une question à Monsieur Elisir Gomat, notre urbaniste. Alors, Monsieur Elisir, qu'est-ce qu'on entend par urbanisme? Et par même occasion, quels sont les enjeux aujourd'hui véritables de l'urbanisme en Afrique et particulièrement au Gabon? Merci beaucoup pour cette question et déjà merci beaucoup aussi à pardon, au TikTok Prospective qui, ma foi, joue son rôle aujourd'hui que de parler de ville résilience et de cette journée de l'habitat parce qu'en réalité, notre pays manque cruellement de politique urbaine, de politique d'urbanisme. Et lorsque vous vous tenez debout et que vous adressez cette question, cela montre à suffisance que c'est quelque chose qui arrive. Et je suis bien content de savoir que la prospective a déjà anticipé et nous permet donc de nous exprimer au sujet de cette ville résilience. Alors, parlons de l'urbanisme. Et qu'est-ce que c'est? L'urbanisme, c'est en réalité l'ensemble des sciences et des techniques qui nous aide à organiser une ville, nous aide à aménager un espace. Alors, il y a des espaces urbains et des espaces ruraux. Mais en urbanisme, on se focalise beaucoup plus en espace urbain. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le monde d'aujourd'hui est un monde urbain. La majorité des personnes désormais vivent dans les zones urbaines, donc ce que l'on appelle communément les villes. Et il va sans dire que notre pays, le Gabon d'ailleurs, a l'un des plus forts taux d'urbanisation dans le monde. Donc, avec un peu plus de 88% de la population qui vit en zone urbaine, il n'y a presque pas de Gabonais dans les villages. Et donc, cette question d'urbanisme devient encore plus importante dans notre pays, le Gabon, parce que tout le monde, et on peut le dire comme ça par abus de langage, est en zone urbaine. Alors, quels sont les enjeux de l'urbanisme aujourd'hui dans notre pays, le Gabon? Il y en a tellement. Le paysage urbain est hétéro et, et vous verrez le contraste qui existe dans l'habitat en général. On parle des conditions précaires de vie, on parle des occupations spontanées et anarchiques, on parle des inondations, vous verrez tout ce que les changements climatiques également apportent à nos zones urbaines, des difficultés de gestion de déchets, on a des problèmes d'approvisionnement en eau potable. Alors la liste, elle est longue, on ne va pas s'apaisantir dessus, pardon, mais j'espère on aura le temps de s'exprimer par rapport aux potentielles solutions de cela. Merci. Merci à vous, Monsieur Ngomat, pour votre élément de réponse. Du coup, je vais me retourner vers Monsieur Mbumba. Vous êtes un promoteur immobilier en matière d'enjeux véritables au niveau de l'urbanisme. Quels sont les enjeux qui, de manière spécifique, vous identifiez au quotidien dans votre routine en qualité de promoteur immobilier? Monsieur Gomat, je crois que Monsieur Mumba, il a encore un problème technique. Monsieur Gomat, tout à l'heure, vous avez évoqué le nom ville. Ville, on entend ville par-ci, nous entendons ville par-là, surtout en matière d'aménagement du territoire, en matière d'urbanisation de nos États. Mais concrètement et techniquement, qu'entend-on par ville? Et par quel mécanisme les urbains travaillent à l'élaboration des villes citoyennes?
Merci beaucoup pour cette question. Alors, qu'est-ce que l'on entend par le mot ville? C'est vrai qu'on l'utilise tout le temps. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, le nom de notre ville porte d'ailleurs cet acronyme ville, Libreville. On parle de ville des personnes libres. On va pas aller sur l'historique, mais la ville, en général, c'est un milieu géographique. On la situe dans un espace géographique circonscrit en réalité. Une ville ne peut pas exister sans pourtant se positionner sur des coordonnées qui nous permettront de l'identifier. Et donc, cette ville également donne un aspect social, un caractère social, parce qu'il s'agit là des humains qui sont ensemble et qui vivent ensemble. Et c'est ce vivre ensemble, en réalité, que l'on appelle une ville. C'est formé par la réunion de ces personnes. Et également des constructions qui émaneront par la suite. On parle des habitats, d'où la journée de l'habitat aujourd'hui. L'habitat, en réalité, ce n'est rien d'autre que des habitations. En réalité, c'est des habitations dans cet espace donné que l'on va circonscrire comme étant une ville. Et on parle de plusieurs types d'habitats, des habitats individuels, des habitats collectifs ou même denses ou pavillonnaires lorsqu'ils sont isolés. Mais en tout, ça reste une ville. Alors, par rapport aux enjeux de la ville, c'est bien ça la deuxième question, les enjeux de la ville, des villes du Gabon. Les mécanismes, vous, urbanistes, travaillez à l'élaboration des villes citoyennes. Oui. Alors, merci beaucoup. Les mécanismes d'une ville, j'espère avoir bien saisi le contour de la question. En ce qui nous concerne, urbanistes, c'est le cadre. Nous nous situons au niveau du cadre d'évolution des villes. Parce qu'il faut dire que l'on observe malheureusement, de par l'expérience de notre pays, que les villes poussent ou du moins s'étendent de manière spontanée, même poussent de manière spontanée. Lorsqu'il y a peut-être une exploitation de mines quelque part, alors tout de suite une ville naît sans pour autant la planifier, sans pour autant y penser. Lorsqu'il y a une découverte de l'or quelque part, alors une ville va naître. J'ai déjà expliqué c'est quoi la ville, le terme ville. Alors nous voulons donc, nous remettons le cadre nécessaire qui s'y est pour que les villes puissent croître de manière harmonieuse. Et c'est là tout l'enjeu de l'urbanisme, la profession d'urbaniste même, parce que il va sans dire qu'on ne peut pas normalement avoir une ville sans pour autant avoir un schéma directeur ou un schéma d'aménagement. Un schéma d'aménagement, c'est ce document qui serait pour la ville une Bible comme l'utiliserait le chrétien. Donc, l'outil qui sera consulté à chaque étape de son évolution, à chaque étape de sa croissance. Merci, Monsieur Lisiot, pour cet élément de réponse, d'ailleurs très pertinent. Et du coup, je m'en vais ici me demander comment se fait-il que de nos jours, nous observons justement au niveau de l'urbanisme des constructions anarchiques, des villes, comme vous le dites si bien, qui ne sont plus ou moins pas viabilisées. On a l'impression que la viabilisation de ces villes vient après que les populations se soient installées. Vous avez pris l'exemple de l'ouverture d'une usine, par exemple, qui va entraîner les populations à construire une ville. Est-ce que la construction de cette usine ne prend pas également en compte le fait que les populations vont habiter et par conséquent, vous, urbanistes, normalement, avant même ou pendant la construction de l'usine, y a-t-il pas des politiques qui sont mises en place pour justement la planification de toutes ces constructions anarchiques? Enfin, pour éviter ces constructions anarchiques des populations autour de ces sociétés qui se créent. Merci beaucoup pour cette question. Alors, je vais premièrement m'appesantir sur ce que l'on va appeler le cadre juridique.
Il faudra un cadre juridique lorsque l'on veut harmoniser la croissance d'une ville parce que le Gabonais lambda ou le citoyen lambda, aussi longtemps qu'il n'y a pas de loi, peut se permettre un certain nombre de choses. Mais lorsqu'il y a un cadre et que des lois ont été promulguées, désormais, on fait attention de peur de succomber sous la sanction qui serait le fait d'aller à l'encontre de cette loi. Et c'est ce qui est euh, manquant en réalité dans notre pays, le Gabon, si je puis circonscrire la discussion, c'est le fait que nous n'ayons pas assez de lois pour pouvoir guider naturellement l'évolution de nos villes. Alors, dans un pays normal dans un pays, on va dire, développé, parce que nous nous situons dans les pays du tiers-monde ou les pays en voie de développement, mais dans un pays développé, on a fait une étude au préalable de tout le pays. Alors, dans cette étude de tout le pays, on a déjà identifié même les sources, les ressources de sous-sol. Et ce qui fera que désormais, lorsqu'il y aura une exploitation dans une zone prédéfinie, il y aurait déjà eu une conception d'une ville à cet endroit et comment est-ce que le développement devrait se faire. Maintenant, on ne va pas dire qu'on est des prophètes en soi, parce qu'il y a des choses qui émanent également du hasard, on va le dire comme ça. Il y a par exemple en Afrique du Sud un moment où la ville se trouvait normalement du côté de Cape Town. Et je me permets de prendre cet exemple parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je travaille de ce côté et donc j'ai beaucoup plus d'expertise. À Cape Town, dans les années 1600, c'était là toute l'Afrique du Sud et le reste, c'était de la brousse. Mais lorsqu'il y a eu donc la découverte de l'or dans la ville de Johannesburg, alors les personnes ont commencé à migrer du Cap vers Johannesburg. Et vous remarquerez, c'est l'une des capitales économiques ou grandes agglomérations, comme nous on les appelle en urbanisme, une des agglomérations dans le monde où il n'y a pas de plage à proximité, où il n'y a pas d'eau, c'est enclavé, parce qu'en réalité, cela a émané d'une découverte spontanée de l'or et les gens y sont allés. Il y a eu donc un développement anarchique. Alors, lorsque cela se fait, comme dans notre pays, le développement anarchique, il existe également des mécanismes et des techniques pour pouvoir réguler cette anarchie et pouvoir corriger cette anarchie. D'où les expressions régularisation. Lorsqu'on parle de régularisation, c'est qu'il y a déjà eu un désordre et qu'on veut l'améliorer ou l'arranger. Vous avez certainement déjà entendu ce terme dans notre pays à plusieurs reprises. On parle de régularisation foncière, on parle de régularisation ici et là, ou réhabilitation de quartiers sous-intégrés et autres. Cela émane donc de la croissance des villes spontanées. Maintenant, lorsque on veut réellement aller vers l'harmonisation ou le recadrage de ces zones-là, on passe par un cadre juridique premièrement. Parce que c'est le cadre juridique qui nous permet naturellement de pouvoir guider, de pouvoir manœuvrer avec les citoyens lambda. Merci, Monsieur Gomat. Monsieur Moïse, vous êtes avec nous? Monsieur Moïse Mumba? Je n'entends pas l'autre, hein. Ah, d'accord. Et là, vous me recevez 5 sur 5 ou bien? De connexion. Monsieur Mumba, ok. Monsieur Mumba, vous êtes avec nous? Alfred, je sais pas, Ok, mais j'ai du mal à nous t'entendre. allons passer à la question suivante, le temps de résoudre ce problème technique. Je ne sais pas si Monsieur Gomat me reçoit 5 sur 5 ou il a le même problème euh, d'écoute. Ah non, moi je vous reçois 5 sur 5. D'accord, super.
Alors, les enjeux environnementaux sont aujourd'hui une priorité des politiques publiques à l'échelle mondiale. Comment les villes africaines subissent-elles les effets climatiques et comment peuvent-elles justement s'adapter à ces changements? La question est pour Monsieur Gomat. Monsieur Gomat, vous êtes avec nous? Oui, je suis La bien question est là. pour Monsieur Gomat. Pardon, je suis bien là. Du coup, je veux reprendre la question. Merci. Ok, les enjeux environnementaux sont aujourd'hui une priorité pour nos gouvernants Oui, Alfred, tu peux en poursuivre. matière Là, on t'entend quand de même. politique publique à l'échelle mondiale. Alors, dans ce contexte-là, comment les villes africaines subissent-elles les effets Est-ce que climatiques vous pouvez augmenter un peu le et, volume parce que je ne vous entends quasiment pas bien là. et comment peuvent-elles justement s'adapter à ces changements climatiques et ces enjeux environnementaux, s'il faut le résumer ainsi? Alors, je vous reçois très bien. Je ne sais pas exactement où se situerait le problème de mon micro, mais je crois avoir saisi la question. C'est les enjeux écologiques des villes africaines. C'est bien ça. Les enjeux environnementaux, oui. Environnementaux. Très bien. Alors, lorsque donc, le monde aujourd'hui, je vais le dire comme ça, s'est tourné vers une responsabilité écologique au vu de la dégradation naturelle de notre écosystème. Et désormais, on réalise que malheureusement, on a touché la couche d'ozone, ce qui crée naturellement des changement climatique. Et il incombe désormais aux professionnels et il incombe à tous d'ailleurs, pas juste les professionnels, de désormais recadrer leur façon de penser et leur responsabilité envers cet écosystème-là. Alors, nous, en tant qu'urbanistes, parce que c'est bien ma profession, nous nous engageons à pouvoir accompagner les politiques d'aménagement vers une durabilité. Lorsqu'on parle de durabilité, le concept renvoie à la protection de l'environnement pour les générations d'aujourd'hui et les générations futures. Et lorsque donc on pense aux générations futures, on s'engage dans une responsabilité environnementale parce que on comprendra que si l'on euh, on émet tellement de gaz à effet de serre, cela tuera nos enfants dans le futur. Alors, si on s'engage à construire avec un certain type de matériaux, cela va engager plus de chaleur en zone urbaine. Alors, si on continue à rouler des voitures qui émettent tellement de gaz, des vieilles voitures, si on ne reboise pas nos rues et si on n'a pas assez de verdure, on aura un problème d'oxygène. Et vous voyez, c'est comme cela tous les mécanismes que nous mettons en place dans la planification pour désormais faire face à ce déclin écologique que l'on observe surtout en zone urbaine. Ok, très bien. Merci, merci, Monsieur Ngomat. Et au vu de tout ce qui précède, quel mode ou quel type de ville, d'habitation, de construction devons-nous justement adapter face à ces enjeux environnementaux? Bien, quel type d'aménagement, vous dites, hein, devrons-nous adopter? En effet, oui. Oui, il faut naturellement adopter ce que j'ai précisé tout à l'heure, la durabilité, le concept de durabilité. Alors, nous avons été très, on va dire ça comment, je ne vais pas dire chanceux, mais nous avons été très responsables de pouvoir nous retrouver autour des organismes internationaux tels que l'ONU pour pouvoir adopter les ODD. Donc, des lois, enfin, le mot m'échappe en français, en anglais on dit SDGs, donc c'est Sustainable Development Goals, les objectifs de développement durable, voilà, en français. Donc nous avons adopté ces objectifs-là pour pouvoir guider désormais non seulement la planification urbaine, mais guider l'activité
humaine pour atteindre cette durabilité. Donc, désormais, tout se fait en ligne avec ces ODD. Et nous adoptons également ce que nous appellerons une politique urbaine résiliente. Politique urbaine, quand nous parlons de résilience, nous parlons de la capacité à pouvoir s'adapter aux chocs, donc recueillir les chocs et ensuite s'adapter, donc être flexible pour pouvoir retourner cela de manière positive. Et désormais, la ville qui, au départ, comme le Japon par exemple, Tokyo, qui est une ville qui est attrait à beaucoup de séismes parce que c'est dans une zone assez dangereuse. En employant cette méthodologie, cette technique de résilience, désormais aura des bâtiments, vous verrez, avec des matériaux qui feront que lorsque la terre bouge, ils sont capables de bouger avec la terre. Et c'est magnifique à voir. Et le bâtiment ne va pas s'écrouler parce que les fondations ont été faites d'une manière pour que même quand le sol bougerait, le bâtiment va absorber ce mouvement sismique et va pouvoir maintenir la structure. C'est bien Merci, là les Monsieur techniques Gomat. que nous utilisons. Merci bien. Construire des établissements humains, inclusifs, sûrs, résilients et durables, tout en tenant compte des enjeux environnementaux. Merci à vous. Monsieur Bumba, je ne sais pas si vous me recevez cette fois. OK. Euh, Nous allons parler un peu de démographie, un sujet qui semble fâcher la jeunesse africaine lorsque cette dernière est vue de l'Occident. L'Afrique compte aujourd'hui plus d'1 milliard d'habitants pour une superficie de 30 millions de kilomètres carrés contre 4 milliards d'habitants pour une superficie de plus de 44 millions de kilomètres carrés en Asie. Dites-moi, monsieur Ngomat, la démographie africaine est-elle une urgence pour l'habitat sur le continent? D'après vous, au vu de toutes ces données, au vu de tout ce qui est dit par-ci et là concernant notre démographie, qui en majorité est primée par la jeunesse, est-ce que vous pensez qu'elle est une urgence pour l'habitat sur le continent? Alors, vous allez m'excuser de demander de répéter un tout petit peu la question. Est-ce que c'est de savoir si notre continent pourrait accueillir la démographie qu'elle a ou est-ce que la question serait dirigée sur la jeunesse plutôt? Sur la démographie d'un point de vue général, mais qui bien sûr est primé par une jeunesse. Voilà. Donc du coup, on se pose la question, ces jeunes, plus tard, nous allons les loger où? Au vu, bien sûr, avec un point de vue urbaniste, qu'est-ce que vous pensez de cette jeunesse, de cette démographie qui ne cesse de croître d'année en année? Voilà. D'accord, merci beaucoup. Je vous ai entendu dire, donner quelques chiffres comme ça, et je tiens à revenir là-dessus pour dire que l'Afrique, en réalité, est le plus grand continent. Et ça, tout le monde le sait. La superficie de l'Afrique est tellement vaste qu'en réalité, il prendrait toutes les superficies du monde entier. On nous a trompés en nous montrant que, en réalité, l'Afrique n'était pas aussi vaste qu'il est à cause de la colonisation. Mais lorsque aujourd'hui on regarde aux images que l'on obtient des satellites, on se rend bien compte que en réalité nous avons une superficie tellement vaste qu'on pourrait accueillir autant de personnes que tous les continents réunis. Alors pour un continent comme l'Asie, par exemple, qui compte un peu plus de 4 milliards de personnes. Et lorsqu'on regarde à sa superficie, vous conviendrez avec moi que l'Afrique est loin de pouvoir s'inquiéter en réalité de l'espace. Parce que bien qu'il y ait des endroits dans notre continent qui soient des déserts, nous avons des grands déserts, mais il y a également assez
d'espace pour tous. Alors, pour un pays comme le Gabon, par exemple, 88% de notre territoire est couvert de forêts. Il n'en demeure pas moins que la population gabonaise qui s'est fortement concentrée en zone urbaine a assez d'espace pour pouvoir chacun en réalité avoir un peu plus de 500 mètres carrés qui est l'espace normal pour une personne de vivre. Alors, la véritable problématique, c'est l'utilisation des sols. Et c'est là où encore intervient les professionnels de l'urbanisme, pardon, pour pouvoir mener comme cela des politiques adéquates à une utilisation responsable. Parce que lorsqu'on se permet de prendre des milliers d'hectares que l'on soumettrait aux usines, alors qu'en réalité, ces usines pourraient naturellement se contenir dans un plus petit espace, on, on, on empêche à la population croissante de pouvoir s'étendre naturellement. Et ça, c'est là où ça devient un problème. Donc, il faudra avoir une politique d'utilisation des sols qui conviendrait avec les perspectives de croissance de la population pour pouvoir atteindre naturellement cette aisance d'attribuer à chacun un territoire qui lui serait propre et où la personne pourrait se sentir bien. Très bien, Monsieur Gomat, merci pour cet élément de réponse. Du coup, je vais encore essayer d'interpeller notre intervenant, Monsieur Mbumba, s'il est toujours Oui, je avec suis nous. là, je suis là. Ah, super, super. Ok. Alors, Monsieur Mbumba, je ne sais pas si vous nous écoutez depuis le début parce que on a un problème technique. On a du mal à vous recevoir depuis. Du coup, vous, en qualité de promoteur immobilier, déjà, je veux revenir sur les enjeux environnementaux. En qualité de promoteur immobilier, au quotidien, quels sont ces enjeux environnementaux que vous identifiez auprès de nos habitations? Est-ce que ces enjeux environnementaux est une épine sur votre travail ou, euh, euh, comment dirais-je, vous avez peut-être des recommandations dans ce sens à nous faire, étant promoteur immobilier, étant sur le terrain, étant proche de nos villes, de nos habitations. Qu'est-ce que vous pensez des enjeux environnementaux en matière d'urbanisme dans nos villes? Ok, merci pour m'avoir donné la parole. Concernant les enjeux environnementaux, déjà, pour revenir à ce que l'expert en urbanisme est en train d'évoquer, c'est le travail de fond qui doit être effectué par eux pour définir le cadre où toute personne désirant occuper un espace est capable d'investir. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase où les populations s'installent et ensuite l'État arrive. Si bien que même dans des mangroves, les personnes vendent des espaces, ce qui doit être interdit. Et par la suite, nous, on est sollicité pour venir investir dans ces milieux de fois qui ne sont pas favorables à la construction. Et je pense que par rapport aux enjeux, il faudra que derrière, on puisse normer tout cela. On puisse normer tout cela parce que simplement, sans normes, rien de cohérent ne peut être effectué. Nous ne sommes que des promoteurs. Nous recherchons des clients. Quand aux clients nous sollicitent pour venir investir, quand on dit aux clients que le milieu où vous souhaitez que nous puissions investir un R+1, c'est un terrain instable et que normalement, même un plein pied ne peut pas se faire, le client tout de suite se met à l'esprit qu'en réalité, nous ne sommes pas favorables à son évolution sociale. Entre-temps, derrière, dans le fond, les urbanistes doivent normalement identifier et faire une communication sur des zones interdites à investir. Parce que quand nous, agents immobiliers et techniciens de BTP, investissons dans ces milieux, cela entraîne des dommages en amont comme en aval. Je vous prends l'exemple simplement de la zone d'Akanda, une zone où la nappe phréatique n'est pas très loin. Ou quand on investit dans un milieu, automatiquement,
quand l'eau n'est pas bien canalisée, ça entraîne l'inondation, que ce soit en amont, en aval de la zone. Ça, ce sont des zones que l'État devait définir comme des zones interdites à investir. Mais nous, on ne peut que solliciter le client et quand le client nous demande de faire quelque chose, nous sommes obligés de le faire. Donc, les enjeux environnementaux, nous, derrière, ça nous interpelle parce que nous, notre travail, c'est de réaliser les biens immobiliers des gens, mais en réalité, derrière, c'est ne pas compromettre aussi au bon style de vie, au bon cadre de vie de tout citoyen. Et donc, je pense que c'est sur ce que je peux donner une réponse par rapport à ces enjeux qui, normalement, ne dépendent pas de fois de nous parce que nous, on analyse le milieu à investir. Nous, on conseille au client que ce milieu n'est pas propice à l'investissement, mais ce dernier se met dans un refus parce que simplement l'État n'a pas normé les lieux définis à investir. Et c'est ce qui entraîne des calamités naturelles telles que des inondations dans certaines zones ou soit encore des bâtisses qui ne durent pas longtemps parce que c'est fragilisé par l'humidité et tout ça. Donc, c'était ma réponse par rapport un peu à votre questionnement. Merci, M. Momba. En effet, M. Gomat parlait de cadre juridique pour l'harmonisation des constructions, le suivi de tout ça. Car effectivement, nous avons remarqué que de ces propres mots que les villes poussent de manière spontanée et sans planification. Mais en même temps, dans votre propos, je relève quand même une question. Est-ce Mhm. qu'il ne s'agirait pas aussi là d'un problème de structuration, de confiance ou peut-être même culturel également entre les promoteurs immobiliers et les usagers? De manière culturelle, ces derniers ne sont pas encore justement habitués on va dire, à servir de vos services ou de votre expertise. Et du coup, souvent, les rapports, comme vous le dites, sont souvent plus ou moins négligés par les usagers. Effectivement, effectivement. Déjà, il faudrait savoir que est-ce que c'est normé au niveau du pays ou bien je ne sais pas comment ça se passe chez les autres, mais au niveau du cas spécifique qui est le Gabon, ce qui se passe simplement, c'est quoi? Je prends un exemple simple. Un citoyen se met à acheter un terrain de 500 mètres carrés dans une mangrove. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va le rembler. Et dès qu'il est remblé, le terrain est sec, il fait appel aux agents de l'urbanisme. Eux, dès qu'ils constatent que dans le milieu où la personne est, normalement c'est une zone humide, mais c'est remblé, la personne se met à valider la documentation pour ce dernier. Mais est-ce que derrière les auxiliaires de commandement, à savoir les chefs de quartier, ont un canevas spécifique de choix de libération des documents de cession pour les citoyens? Je ne pense pas. Parce que le chef de quartier lui-même, il n'est même pas formé dans ce domaine. Entre-temps, le premier garant des milieux naturels, c'est d'abord les chefs de quartier en tant qu'auxiliaire de commandement. Puis par la suite, ça remonte au niveau de la haute administration. C'est pas qu'il n'y a pas de sentiment de confiance, c'est juste que nous, en tant que professionnels, on connaît le milieu. Mais derrière, quand on se met à convaincre le client que l'endroit où il a acheté le bien, ce n'est pas un lieu propice à un investissement, tout de suite, il trouve que non, les gens, nous sommes réfractaires à l'investissement, à son épanouissement social. Entre-temps, non. Nous, on veut investir dans un cadre de vie. Je prends un exemple simple encore. Je réside au quartier Bel Air, Charbonnage, et à proximité de chez moi, il y a un bras de mer. Voici une dame, elle a vendu un point de terre à un monsieur qui, avant d'acheter, cette dernière n'a pas dû expliquer les effets naturels en période de pluie qui se présentent. Ce dernier s'est mis à investir dessus. Déjà, l'investissement qu'il a effectué sur cet espace n'est pas un investissement de qualité. Il a fait appel à nos frères que nous respectons, mais qui n'ont pas l'expertise. Première pluie, petite pluie seulement, inondation dans son bâtiment. Pourtant, moi,
en tant que voisin immédiat, j'avais fait part au monsieur que non, le terrain que vous avez acheté, c'est pas un bon terrain. C'est sur un nid des rivières. Si vous investissez dessus, c'est pas bien. Bon, il m'a pas écouté, mais aujourd'hui, il en paye le prix. Il en paye le prix. Donc, c'est un peu ma réponse à votre questionnement, en fait. Maintenant, D'accord. l'expert en urbanisme pourra aussi donner son avis dessus. En effet, j'allais me diriger vers lui, Monsieur Komat. Je crois que vous avez déjà parlé ici de problèmes de cadre juridique qui encadrent tout ça. Mais il y a un point important ici, les chefs de quartier. Les chefs de quartier, Monsieur Mbomba a émis ici une problématique liée justement à ces derniers qui peut-être manque de formation en matière d'urbanisation parce que c'est le chef de quartier qui est le premier concerné normalement dans l'attribution d'un terrain dans sa circonscription. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y a une loi ou est-ce que les chefs de quartier ont des formations prévues à cet effet-là? Monsieur Gomat? Très bien, merci. Alors, il faut dire qu'en réalité, au Gabon, dans notre pays, les chefs de quartier n'ont pas cette prérogative de pouvoir vous attribuer un terrain. Non, non, non. Il faudrait que les gens sachent qu'il y a un seul organe ou sinon un seul ministère qui a la charge du foncier dans notre pays. C'est bien le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre qui, à son tour, a donné ce rôle régalien à l'ANUTTC, qui est l'Agence nationale des travaux topographiques et d'urbanisme du Gabon. Alors, lorsque un chef du quartier, vous allez vers un chef du quartier pour un litige foncier, il s'agit là juste comme à la coutume, hein, comme on le faisait dans nos villages, de pouvoir trouver un consensus ou de pouvoir avoir l'avis d'un ancien pour régler une situation. Mais en réalité, dans la politique même de décentralisation de notre pays, il n'est pas dit que le chef du quartier devrait être celui-là qui serait habilité à pouvoir gérer les problèmes de foncier ou à pouvoir octroyer un quelconque document. Ce qui est dit par contre dans notre pays, c'est que l'acquéreur qui est donc la personne qui achète un terrain, doit se munir d'un acte de cession. Et ensuite, que cet acte de, avec cet acte de cession, qu'il se dirige vers l'ANUTTC, qui est bien cet organe habilité à pouvoir entamer la procédure de régularisation foncière. Je vous l'ai dit plus tôt qu'on ne parlerait pas de régularisation si les choses étaient faites telles qu'elles devraient l'être, donc c'est-à-dire des terres déjà aménagées avec titre foncier où quelqu'un viendrait et achèterait son titre foncier, son terrain avec son titre. Mais dans le cas du Gabon d'aujourd'hui, on achète une terre, on se munit d'un acte de cession signé de la personne qui nous confère ce bien et ensuite on va à l'ANUTTC naturellement pour ouvrir un dossier, donc une demande, et je peux comme ça vous citer un peu toutes les étapes jusqu'à l'obtention de votre titre foncier. Donc après la demande, vous allez ouvrir votre dossier. Une enquête va donc être ouverte également. Les enquêteurs viendront sur le terrain pour identifier s'il y a des litiges. Un procès verbal sera fait et ensuite un plan de situation. L'état de lieu sera fait et il y aura des publicités par voie d'affichage histoire de montrer aux yeux de tous que voilà, ce terrain sera régularisé en votre nom et s'il y a des personnes qui seraient qui auraient des litiges, il viendrait donc pouvoir se prononcer à ce moment-là. On réglera les litiges et ainsi de suite avant d'avoir un procès verbal de bornage pour cette fois-ci faire le bornage sur votre terrain. Et par la suite, bien, il y aura quelques traitements administratifs, ça passera, le document passera par la cour, ainsi de suite, jusqu'à l'obtention de votre décision finale, donc votre titre foncier. Donc vraiment, 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 il n'est pas question d'aller vers le chef du quartier pour quoi que ce soit concernant votre régularisation foncière. D'accord. Merci, Je, monsieur je, Gomat. je, je peux intervenir aussi, c'est possible? Oui, oui, allez-y, monsieur Mumba, allez-y.
Bon, généralement, comment ça se passe au niveau du pays? Ça se passe de la sorte. Déjà, l'achat d'intérêt se fait par voie notariat parce que la personne détient déjà d'un titre foncier, il achète, on lui remet l'acte de naissance de son terrain. Maintenant, pour le Gabonais lambda du bas quartier, qu'est-ce qui se passe? Il y a une personne qui est propriétaire d'un bien, sachant que ce dernier ne va pas le vendre, il va le céder parce que la loi a enlevé ce paramètre de vente de gré à gré. Donc, la déviation, c'est la cession. Mais cette cession, avant de quitter de, du gré à gré qui se passe entre les deux parties au départ, qui rédige un document, qui part au niveau du chef de quartier, qui, la législation aujourd'hui encore a défini une clause, c'est quoi? C'est que quand vous définissez ensemble du montant de la cession, au niveau du chef de quartier, le chef de quartier gagne un pourcentage du montant reversé concernant la cession. Ce qui était différent avant d'un montant de la table du chef qui s'élevait à soit à 25 000, 30 000, 50 000 francs. Entre-temps, aujourd'hui, le montant traité entre les deux parties fait objet de pourcentage. Il y a un pourcentage défini que le chef de quartier va gagner de ce montant. Dès que le chef de quartier va vous dire par rapport au pourcentage que vous avez versé, qui va demander, là, vous continuez la procédure au niveau du greffe commercial pour enregistrement et après continuer au niveau de la mise, c'est comme l'urbaniste a dit. C'est pas pour contredire ce qu'il est en train de dire, mais la réalité est tout au-dessus du terrain parce que aujourd'hui, les gens considèrent la cession comme un achat. Entre-temps, je te cède ma parcelle, je ne te vends pas ma parcelle, je te cède. Ça veut dire que à tout moment, je peux récupérer ça. Et c'est pourquoi j'en viens à ce qu'il disait, il faudrait par la suite une procédure de régularisation qui permettra à la personne d'être réellement propriétaire du bien qui lui a été cédé. Et là, je valide ce qu'il est en train de dire concernant les procédures de régularisation des terrains. Encore merci. D'accord, merci à vous deux pour vos brillantes interventions. Alors, du coup, avec des défis systématiques liés à la gouvernance de nos villes, le chômage des jeunes et la sécurité alimentaire, selon vous, comment tirer profit de ces défis par une adaptation transformatrice et une résilience de nos villes auprès des jeunes? Alors, Monsieur Gomat? moi, je vais prendre un des points et peut-être laisser l'opportunité à M. Moïse de prendre le prochain et on fera comme ça. Donc, moi, je vais prendre euh, alors, food security, donc la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, en réalité, est un souci euh, qui requiert la participation des jeunes. Euh, parce que, comme vous l'avez dit, notre continent, l'Afrique, de, est en majorité composé de la jeunesse, donc des personnes jeunes. Et donc, si ces personnes ne peuvent pas s'approprier euh, des concepts nouveaux qui vont permettre une sécurité alimentaire dans nos villes, dans nos zones urbaines, il sera difficile pour nos mamans, nos papas de pouvoir jouer ce rôle-là. Alors, en urbanisme, il existe ce que nous appelons désormais l'agriculture urbaine. Et ça, c'est quelque chose que je pratique moi-même. Donc, je suis en témoignage de cette nouvelle technique qui est jointe à beaucoup d'autres techniques agricoles, notamment l'aquaponics. Donc, il s'agit de pouvoir faire de l'élevage, de la pisciculture en même temps que de la croissance de certains végétaux, notamment les laitues ou les tomates. Il y a également l'hydroponics et beaucoup d'autres méthodes. Alors, il est question aujourd'hui pour les jeunes de pouvoir subvenir à leurs besoins primaires ou du moins pouvoir avoir des, des repas ou du moins
faire de l'agriculture, on va dire ça comme ça, de l'agriculture de base. Voilà. Si les jeunes ne s'approprient pas ces concepts d'agriculture de base et que l'on continue à importer énormément de nourriture qui vient des pays où ces nourritures seraient même déjà avariées, alors on va toujours plonger dans cette insécurité alimentaire qui va au finish tuer une partie de la population africaine parce que cela devient récurrent de nos jours. On parle beaucoup de cancer dans notre pays, le Gabon, mais ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que le cancer est lié à ce que l'on consomme en majorité. Et lorsque on passe le temps à faire venir des poulets des pays pendant très longtemps parce qu'on ne veut pas en ville élever des poulets, vu qu'on est en majorité en ville et on ne s'adonne pas donc à cette agriculture ou cet élevage-là, on va finir par avoir une société malade et une société mourante. Et c'est pour cela que je profite de cette opportunité pour pouvoir attirer l'attention des uns et des autres, d'avoir un petit jardin, de commencer à pouvoir faire, en anglais on parle de culture de subsistance. Je ne sais pas si j'ai bien traduit le concept. Donc, c'est d'avoir cette agriculture qui permettrait de subvenir à, à moyen nos besoins quotidiens. Si vous pouvez déjà avoir la tomate, avoir le piment, avoir un peu de patate, on ne vous demande pas d'avoir un champ derrière la maison, non. Mais petit à petit, nous allons ensemble pouvoir régler cette question d'insécurité alimentaire qui détruit notre milieu urbain. Merci. Merci à vous, Monsieur Gomat. Monsieur Mumba, vous aurez certainement quelque chose à ajouter, surtout en ce qui concerne le chemin des jeunes dans ce contexte systématique, justement lié à la gouvernance de nos villes pour une adéquation transformatrice et résiliente de ces dernières. Euh, vous aurez quelque chose à dire sur le chômage des jeunes à ce niveau? Ben oui, j'ai quelque chose à dire. Euh, Dès le départ, l'urbanisme a parlé d'un aspect fondamental, l'organisation, l'organisation spatiale. Si tout est organisé de telle sorte que il y a un schéma directeur, le jeune automatiquement va s'y retrouver et va obligatoirement trouver satisfaction. Mhm. Cela nous interpelle. Pourquoi? Ça nous interpelle parce que il faudrait que les projets de développement qui sont élaborés dans nos villes puissent être en adéquation avec les attentes des habitants de cette ville en fonction de la tranche d'âge. C'est pourquoi il faudra analyser aussi en termes de En démographie termes de selon les démocratie. villes, quel est le taux de population des X tranches d'âge et des X tranches d'âge. Et après, derrière, on met des mécanismes qui vont permettre à ces derniers de pouvoir s'identifier et de pouvoir se lancer. Donc, moi, je pense que c'est tous ces questionnements entrent dans le cadre de juste une organisation beaucoup plus harmonieuse avec des projets vraiment de, de projets qui prend en compte la réalité de la démographie de chaque ville. Voici ma réponse concernant cette question. Merci bien, merci à vous. J'aurais sur la question, j'aurais une question dans la question. Ici, on voit bien deux mots-clés ou deux groupes de mots-clés, chômage des jeunes et sécurité alimentaire. Justement, dans le cadre de l'aménagement de nos villes, dans le cadre de la viabilisation de ces dernières, comment, Monsieur Goman, justement, parce qu'on constate que souvent, lors de l'achat des terrains, tout à l'heure, vous avez parlé des petits jardins chez soi, mais nous constatons que lors de l'achat de terrain, le Gabonais n'a pas cette culture-là de penser justement avoir une cour derrière sa maison ou avoir un jardin derrière sa maison. Souvent, les barrières sont très collées, les maisons sont collées entre elles. Mais en matière d'urbanisation, en matière d'évaluation de nos villes, ou encore, dirais-je, des villes futures, et s'il faut justement rentrer dans ce contexte d'alimentation sécuritaire,
quels sont les mécanismes que vous, urbanistes, pouvez mettre en place afin d'inciter justement le Gabonais à penser à ce côté-là, à cette partie qui est, je dirais, l'agriculture, lors de l'achat d'un terrain et amener justement les politiques, les gouvernants à viabiliser également des zones qui seront dédiées à ce type d'activité-là. Très bien, merci. Alors, nous faisons bien d'en parler, étant nous-mêmes jeunes, parce que lorsqu'on parle du chômage des jeunes, je n'ai pas envie de me mettre du côté de ceux qui pensent que l'État ne fait pas assez, qu'il n'y a pas assez d'opportunités et que vraiment tout va mal, on devrait immigrer vers la France ou l'Europe ou un autre pays pour pouvoir émerger. Je suis de ceux qui pensent qu'il y a des opportunités. Lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, particulièrement, on parle de création d'opportunités, de création de richesses. Tout à l'heure, j'évoquais des mécanismes que l'on peut mettre en place pour régler la question de la sécurité alimentaire dans nos villes. Alors, pour un pays comme le Gabon, qui en majorité est constitué de personnes, j'ai envie de dire, des citoyens urbains, donc des personnes qui vivent dans les villes et qui importent plus de 500 milliards de francs CFA par an en nourriture. Euh, je pense que vous voyez tout de suite où je veux en venir. C'est là même une opportunité entrepreneuriale pour les jeunes de pouvoir développer l'agriculture urbaine. Alors, vous avez dit tout à l'heure, on n'a pas forcément accès aux terres, on n'a pas forcément accès aux outils pour pouvoir mener à bien cette agriculture. Mais moi, j'ai envie de dire que lorsque l'on se tourne, hein, lorsqu'on regarde autour de nous dans l'agglomération de Libreville et les villes environnantes, Toum, Congo et autres, il y a de vastes territoires. Il y a de vastes territoires qui ne demandent qu'à être entretenus. Parce que là aussi, il existe des lois dans notre pays désormais qui, pour les personnes qui n'entretiennent pas leur terrain, cela reviendra à l'État. Donc les personnes ont tout à fait le droit d'accepter qu'un jeune vienne et débrousse et développe une petite agriculture là, histoire de maintenir le terrain. Moi, je pense qu'il faudrait que nous puissions nous approprier ces concepts et que nous puissions aller désormais à la recherche de possibilités de pouvoir entreprendre dans ce secteur qui est de l'agriculture urbaine. Et là, nous aurons réglé deux questions comme ça, le chômage des jeunes et la sécurité alimentaire dans nos agglomérations. Merci à vous, Monsieur Gomat. Je ne sais pas si Monsieur Mbumba il y a un problème de connexion. Connexion en cours. OK. Tout de suite, j'ai envie de vous demander à quoi va ressembler la vie de demain Allô, bonsoir selon tout le monde. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, Jordan, on t'entend très bien. Eliezer, Moïse, vous pouvez confirmer si vous m'entendez? Désolé, hein, Alfred, si tu étais en train de parler, parce que je ne t'écoute pas, du coup, on a du mal à coordonner. Donc, je ne sais pas si tu peux faire un check. Moi, Okay. je vous entends. OK, parfait, merci. D'accord. OK. Du coup, j'ai envie de vous demander à quoi va ressembler la vie de demain selon vous, compte tenu des aspirations de l'autodétermination des peuples africains à repenser l'imaginaire du continent. Monsieur Gomat? Très bien. Vous n'aviez pas précisé qui devrait répondre. Alors, les villes de demain, selon... enfin, je vais commencer en disant ceci. Lorsque l'on imagine, lorsque l'on conçoit, l'on ne peut pas forcément automatiquement s'entendre sur plusieurs points. On ne peut pas avoir une conception imaginaire similaire pour tous. Donc la ville de demain sera à l'image de chacun un peu différente. Mais ce que l'on aimerait voir, voilà pourquoi je ne vais pas dire ce que devrait être, mais ce que nous souhaiterons
que la ville de demain soit, c'est qu'elle soit une ville intelligente, résiliente et durable. Alors, nous avons déjà expliqué les concepts de résilience et les concepts de durabilité. On va peut-être juste s'appesantir un tout petit peu sur le concept d'intelligence. Il y a eu plusieurs révolutions industrielles. Vous conviendrez avec moi qu'après l'agriculture et après la technologie, nous sommes aujourd'hui à l'ère de l'intelligence artificielle. On parle de 4AR, donc quatrième révolution industrielle. Et dans cette révolution, on veut pouvoir communiquer avec les machines, on veut pouvoir avancer avec la technologie, on veut pouvoir faciliter un certain nombre de choses. Moi, je suis pour les villes intelligentes pour demain. Pourquoi? Parce que ces villes-là vont pouvoir incorporer l'aspect technologie. Et je vais vous donner comme ça juste quelques exemples qui vous montreront que nous avons tout à fait le droit de vouloir des villes intelligentes dans un futur proche. Lorsque, par exemple, vous avez des rues qui sont dotées de certains capteurs qui vous permettraient de pouvoir écouter donc un accident et de pouvoir en même temps appeler les secours sans pour autant qu'il y ait l'humain qui s'interfère, nous sauvons là des vies. Lorsque vous avez des capteurs qui vous permettraient de pouvoir sentir ou de pouvoir mesurer la pollution qui se ferait à une certaine zone et de pouvoir alerter les services compétents pour que cela soit résolu, vous voyez que nous gagnerons à éviter plusieurs maladies et que nous vivrions plus longtemps et dans un cadre favorable. Alors, cela va plus loin. Lorsque nous avons des maisons qui sont dotées de certains systèmes qui vous permettent de gérer l'eau qui coulerait de vos toilettes et de vos pompes, ainsi de suite, nous sommes là en train de contribuer à une meilleure gestion des ressources et ce qui ferait que vous payerez moins, ça améliorera donc votre économie et le pays également aura énormément de ressources pour partager à toute la population. Alors, vous pouvez déjà voyager avec moi pour voir la beauté d'une ville intelligente dans un futur proche, parce qu'un certain nombre de services seraient autorégulés et on pourra naturellement vivre sans trop de crainte. Alors, tout cela doit se faire, bien sûr, en collaboration ou de co-connivence avec les villes durables. Donc, il faut respecter les générations futures également dans notre utilisation de la ville, mais il faut également qu'elle soit résiliente, c'est-à-dire qu'elle doit s'adapter aux catastrophes naturelles pour qu'en même temps que nous profitons de toutes ces beautés que nous offre la vie, que nous puissions également penser au lendemain, mais que nous puissions être flexibles, qu'il n'y ait pas des systèmes fixes qui nous empêcheraient de pouvoir nous adapter si jamais il y avait une inondation ou un storm. Donc, qu'il y aurait voilà, une catastrophe naturelle qui surviendrait. Merci. Ok, merci, Monsieur Gomat. Nous allons donner la parole aux différents participants qui veulent bien poser des questions ou peut-être apporter quelques précisions ou quelques données à ce que nous faisons. Alors, Monsieur Karl Achille Okonondo, pardon, vous avez demandé à prendre la parole. Monsieur Karl Achille, ok, ok, d'accord. Personne ne veut prendre la parole. Euh, Monsieur Gomat, un mot à l'endroit de cette journée, un mot à l'endroit de l'habitat en Afrique et spécifiquement le Gabon.
Oui, tout naturellement, je tiens d'abord à vous remercier pour l'opportunité qui nous est offerte de pouvoir discuter voilà, de la question de l'habitat au Gabon, dans notre pays, mais en Afrique et dans le monde en général. Je tiens à préciser également que je suis membre d'une association, l'association des urbanistes du Gabon, qui est un regroupement de professionnels du métier dans notre pays pour cette journée de l'habitat qui malheureusement n'a pas été célébrée comme elle l'est souvent dans notre pays, dû au changement que nous avons connu euh, récemment d'institutions. Il n'en demeure pas moins que nous, les professionnels, sommes engagés à pouvoir porter haut les notions d'urbanisme et d'habitat. Alors, j'aimerais pouvoir dire que l'habitat constitue en réalité le vecteur naturel de prospérité d'un État. Si un État se veut prospère, il doit avoir un habitat convenable, un habitat décent qui permettrait aux populations de pouvoir internaliser les bénéfices de croissance économique qu'ils observent ou dont ils sont l'objet. Vous ne pouvez pas parler de croissance économique, vous ne pouvez pas parler de prospérité lorsque vous vivez dans un mapagne, comme on le dit dans notre pays, dans les matitis. Cela ne serait pas convenable. Lorsqu'on parle de prospérité, lorsqu'on parle de croissance, on aimerait pouvoir avoir un habitat qui répond aux normes internationales. Et c'est pour cela qu'il est important de rappeler à chaque fois ce qu'est l'habitat et il est important de rappeler à chaque fois que nous pouvons faire mieux. Je tiens également à préciser dans mon mot de fin que le droit en réalité à un habitat décent est un droit constitutionnel. Donc, dans tous les pays du monde, cela a une corrélation avec les droits de l'homme même. Et lorsque l'on est privé de cet espace convivial, cela nous empêcherait de pouvoir atteindre notre potentiel complet. L'habitat, c'est l'organisation des habitations dans un espace donné. Donc, ces habitations doivent être convenables pour pouvoir arriver à une vraie politique d'habitat correcte pour un pays. Sur ce, merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Je vais cette fois m'adresser une fois de plus aux différents participants qui peut-être auront envie de compléter les précédents propos. Bien que notre invité ici a déjà plus ou moins donné son mot de fin, j'aimerais quand même bien que M. Kalachil puisse ouvrir son micro et intervenir s'il nous écoute. Monsieur Kalachil, allô? Ok, merci à vous, chers participants, d'avoir pris part à ce space à l'occasion de la Journée mondiale de l'habitat. Je terminerai, ou sinon je mettrai fin à ce space en partageant avec vous une citation du secrétaire général des Nations Unies, Monsieur Antonio Guterres. Je cite, «L'action locale est vitale et la coopération mondiale indispensable. Engageons-nous à construire des établissements humains inclusifs, sûrs, résilients et durables pour toutes et tous et partout.» Merci à vous d'avoir pris part à ce space. Nous vous souhaitons une excellente soirée et à la prochaine. Merci encore pour l'opportunité. Au revoir. Au revoir.